Imaginez que vous ayez un pouvoir magique. Que ce pouvoir magique puisse vous offrir la capacité de créer des applications pour vous ou pour des clients. C'est ce que j'ai eu la chance de faire depuis 2019 pour plus de 130 clients à travers le monde. Et pour être honnête, ça a changé ma vie. Alors pendant cette prochaine heure, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir pour créer votre première application avec l'outil no-code numéro 1 du marché, Bubble. On va tout parcourir en détail, les bases de l'outil, ce que vous pouvez faire avec, le design, les actions, les bases de données, les plugins, les réglages et encore bien d'autres choses. Et le tout en moins de 60 minutes. Je pense que c'est sans doute l'heure la plus rentable que vous allez vous offrir depuis longtemps. Et regardez bien jusqu'au bout parce que j'ai glissé un petit cadeau dans la vidéo. Qu'est-ce que Bubble? Bubble, c'est un outil no-code qui permet de programmer visuellement des applications. À la place d'écrire des lignes de code, vous allez utiliser une interface visuelle créée par Bubble qui va vous simplifier la vie pour le même résultat. L'objectif des fondateurs de Bubble, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir créer des applications sans jamais avoir à mettre le nez dans le code. Et là, tu peux demander, ok, ça a l'air cool, mais c'est quoi les avantages? Ben, il y en a 3. 1, tu peux aller plus vite pour apprendre. En 30 jours, avec le no-code, tu es capable de publier ta première application. Le deuxième avantage, c'est que tu vas plus vite pour développer. En quelques semaines, tu peux déjà terminer des applications complexes alors qu'avec du code, ça prendrait un peu plus de temps. Et numéro 3, et là on va partir du principe que tu ne sais pas encore coder, si tu as envie de lancer ta startup maintenant tout de suite, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu devais embaucher un développeur ou t'associer avec un développeur. Maintenant que je t'ai dit ça, tu peux te demander est-ce que c'est fiable? Eh ben écoute, Bubble existe depuis 2013. Ce sont eux qui ont un peu pavé la nouvelle génération des outils no-code, suivi de près évidemment par Glide, Adalo, Flutterflow, etc. Ils sont sur une croissance saine, on sent que l'équipe est saine, le fondateur est français, ils sont là depuis 11 ans. Et même s'ils font pas tout parfaitement, moi ça fait 7 ans que j'ai commencé à bidouiller dessus, donc autant dire qu'ils sont là pour encore longtemps. Alors maintenant, pourquoi Bubble et pas un autre outil? Il existe plein d'autres alternatives sur le no-code, comme par exemple WeWeb, Flutterflow, etc. Pour autant, j'ai toujours adoré Bubble parce qu'on peut faire 90% des projets qu'on a en tête. Et même si de prime abord ça a pas l'air ultra simple, c'est l'un des outils no-code les plus faciles à prendre en main quand on le compare avec d'autres alternatives. En plus, vous avez une tonne de plugins pour aller plus vite, il y a une communauté qui est là depuis longtemps et qui aide un petit peu. Et au-delà de ça, c'est vraiment un plaisir de construire des applications sur Bubble. En plus, avec Bubble, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, si quelqu'un vous dit que c'est impossible de le faire sur Bubble, c'est soit que c'est vraiment extrêmement complexe, soit qu'il n'a pas le niveau sur Bubble pour être capable de le faire. Croyez-moi, ça fait des années que je suis là, que j'ai poncé l'écosystème et honnêtement, j'ai tout vu. J'ai vu des gens qui sont devenus millionnaires grâce à leur app Bubble. J'ai vu des gens qui ont levé des millions auprès d'investisseurs et j'ai vu des applications extraordinaire, vraiment à couper le souffle. Maintenant, vous pouvez vous dire, Théo, ça a l'air vraiment cool, mais c'est quoi les limites? Bubble peut scaler de manière quasi infinie. Je dis quasi parce qu'il est vrai que sur des applications où vous allez accumuler énormément de données, comme par exemple des logs ou des petits événements qui se passent dans votre application, il faudrait plutôt utiliser un autre back-end comme par exemple Xano parce que vous allez avoir sans doute des petits ralentissements et surtout ça va vous coûter très cher de tout stocker directement sur Bubble. Mais sachez que ça, c'est limité à un petit nombre d'apps et qu'en général, vous allez pouvoir tout faire sur Bubble. Et en comparaison avec quand moi je me suis lancé, ça scale beaucoup mieux sur Bubble qu'avant. Parce qu'avant, on était limité en termes de capacité de serveur, tandis que maintenant, on est limité par rapport au nombre d'actions qu'on peut réaliser. Et si aujourd'hui, Bubble est capable de scaler plus facilement, c'est parce qu'ils ont récemment introduit un nouveau concept qui s'appelle les Workload Units. En gros, vous payez ce que vous consommez en termes d'actions. C'est un peu comme quand vous laissez la lumière allumée chez vous et que vous avez des ampoules qui consomment à mort. À ce moment-là, vous allez payer plus cher. Donc c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à optimiser son app pour que ça vous coûte le moins cher possible et que ce soit le plus efficace pour vos utilisateurs. Quel type de projet peut-on faire avec Bubble? Au cours de ma carrière de freelance, j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de types de projets différents et en réalité, on peut faire quasiment tout sur Bubble. On peut faire des SaaS, on peut faire des marketplaces comme Vinted ou Airbnb, on peut faire des communautés comme Skool par exemple, on peut faire des applications mobiles natives, on peut faire des sites e-commerce ultra customisés, on peut faire des portails clients ou des applications internes à une entreprise, des systèmes de réservation, de prise de rendez-vous, pareil, ultra customisés, et également des sites de contenu pour vendre du contenu digital, des formations, etc. Donc en gros, vous pouvez littéralement tout faire avec Bubble, à part des trucs ultra avancés de machine learning. Et je prends souvent en exemple le plus gros projet que j'ai fait à ce jour, qui était un mix entre un e-commerce, un SaaS, un outil interne, et honnêtement, jamais avant de le faire, j'aurais pu penser que je pouvais aller aussi loin. Il y avait de la reconnaissance d'images et c'était avant ChatGPT, intégration avec l'équivalent de
de La Poste en Angleterre et intégration avec l'API du gouvernement anglais. Et j'ai aidé ce service à monter jusqu'à 1,5 million de pounds de revenus. Donc, vous l'avez compris, on peut aller très loin. Mais vu que je vais pas faire de mon cas une généralité, voilà quelques exemples d'outils qui ont très bien marché sur Bubble, comme FormulaBot qui a été construit sur Bubble et qui permet de faire de l'analyse de données assez poussée. Il y a également Rundash qui permet de créer des apps IA automatisées assez facilement. Ou encore Cure qui est un e-commerce bien connu en France qui vend des compléments alimentaires assez customisés. Et en plus, ils ont réussi à lever de l'argent avec leur technologie faite sur Bubble. Donc ça, c'est quelques success stories, mais il y en a des centaines, voire des milliers comme ça, c'est juste qu'on n'est pas au courant. Voilà, donc vous savez tout sur l'histoire de Bubble. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, il faut que je vous parle de mon After Work Live. C'est un moment unique où je vais vous partager tout ce que j'ai appris en 4 ans de no-codeur freelance et vous allez recevoir plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'aventure. C'est 100% gratuit et pour y participer, il faut juste cliquer sur le premier lien en description. Maintenant, on commence avec Bubble. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit tour de Bubble. Ça va être assez court parce que l'idée, c'est vraiment juste de vous montrer rapidement un peu une vue d'ensemble de comment est structuré Bubble. Et ensuite, on rentrera dans chacun des thèmes dont je vais parler tout de suite. D'abord, on a ce qu'on appelle le designer. Le designer, c'est la première tab que vous avez ici et qui va vous permettre de construire vos pages, de construire un peu l'essence de votre application. C'est là où vous allez structurer votre application dans la partie un peu design, ce à quoi ça va ressembler. Ensuite, ici en haut, il y a plusieurs composants et je vais en parler tout de suite parce que je reviendrai pas dessus. Donc ici, il y a le sélecteur de pages. Donc vous avez toutes vos pages qui sont dans l'application sont là. Donc par exemple, mon application, c'est teio.co/index/checkout/ etc. Ok. Toutes ces pages-là, en fait, vous allez pouvoir y accéder ici et vous allez aussi pouvoir accéder à vos éléments réutilisables. Les éléments réutilisables, ça va être des composants que vous allez structurer et que vous allez pouvoir réutiliser à plusieurs endroits. Exemple concret d'un truc qu'on voudrait réutiliser à plusieurs endroits, c'est un composant pour supprimer quelque chose dans la base de données. Vous n'allez pas vous embêter à faire 20 composants différents pour supprimer quelque chose. Vous allez avoir un seul composant que vous allez réutiliser sur plusieurs pages. Eh bien, c'est à ça que servent les éléments réutilisables. Ensuite, ici, vous avez l'inspecteur ou la recherche de vos composants sur la page. C'est important de comprendre sur la page. Donc, en gros, c'est tous les composants qui sont sur cette page-là. Plutôt que d'aller farfouiller ici pour essayer de les trouver, vous pouvez directement les chercher ici. Ça vous fait gagner un peu de temps, il faut juste avoir le réflexe et l'habitude de le faire. Ici, vous avez le menu d'édition qu'on peut aussi avoir en cliquant ici. Vous avez le menu d'édition qui concentre le menu d'édition qu'on peut trouver ici, plus Arrange qu'on trouve ici. En un, ok. Donc en général, celui-là et celui-là, vous n'allez jamais les utiliser parce que vous allez plutôt utiliser le clic droit. Donc clic droit, ça vous permet d'afficher ça. Ici, vous avez le saved, l'indicateur de sauvegarde. Donc ça, pensez bien, surtout quand vous êtes dans un train, à vérifier ça. Parce que parfois, si la connexion est faible, etc., ça peut ne pas sauvegarder vos modifications et vous pouvez être là à bosser pendant 2 heures pour rien. Donc, vérifiez toujours que c'est bien sauvegardé et c'est ça, cet indicateur-là. Ici, vous avez les petits cadeaux de Bubble. C'est quand Bubble sort des nouveautés, des nouvelles... voilà. Vous faites des petites informations et vous mettez ça. Ici, il y a le debugger. On reviendra plus tard sur le debugger. Sachez juste que c'est une sorte d'indicateur qui vous dit s'il y a des problèmes dans votre application. Évidemment, il peut y avoir des problèmes aussi par rapport à comment vous structurez votre application vous-même. Mais disons qu'il va essayer de vous dire le maximum de problèmes qu'il a pu identifier lui-même. Donc, par exemple, des problèmes de données qui n'arrivent pas, etc. Vous allez avoir ce petit indicateur-là. Et quand vous cliquez ici, il vous liste tous les problèmes. Et quand vous cliquez dessus, il vous envoie à l'endroit où vous avez un problème. Donc ça, vraiment, c'est un game changer. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Ça, j'en ai déjà parlé. Le view, ça vous permet un peu de customiser votre éditeur pour mettre des grids. Voilà, et essayer d'être assez organisé sur comment vous le faites. Moi, honnêtement, je les utilise pas trop parce que je sais un peu déjà comment organiser mes choses. Le truc que vous pouvez vouloir faire si vous avez un grand écran, c'est de locker le property editor. Donc, il va plus bouger, il va être bloqué ici. Voilà, c'est une manière parce que ça, évidemment, il est flottant de base parce que parfois, il peut recouvrir quelque chose. Mais si vous avez un grand écran avec de l'espace, je vous conseille de le laisser là, comme ça, vous savez où il est. Mais ça, c'est encore une fois, c'est vous qui voyez. Et aussi, ce que vous pouvez vouloir faire, c'est
montrer les element borders que vous avez ici. Ça va vous montrer les bordures de chaque élément sur votre Canva pour que ce soit beaucoup plus simple de savoir où sont les groupes, etc. Donc là, vous voyez que c'est pas très visible, mais justement, c'est le but. C'est juste très léger pour pas que ça vous embête par rapport aux choses. Mais par exemple, ici, surtout quand on met des petits bouts de code, etc., c'est toujours utile parce qu'on peut les voir comme ça. Que si on n'a pas, par exemple ici, si je fais View et que je les enlève, eh bien ici, je vois pas que j'ai mon petit bout de code. Enfin là, je le vois, mais c'est très très léger. Donc ça peut vous aider à mieux visualiser tout ça. Ici, c'est les components. Donc c'est des composants qui ont été préfaits par Bubble pour vous faciliter la vie, pour vous allier plus vite. Ils sont pas hyper créatifs, mais ils sont là et pour le début, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, ici, c'est Undo Redo. Donc pour revenir en arrière ou revenir en avant si vous vouliez revenir en avant. Ici, il y a une barre de recherche qui vous permet cette fois de chercher dans toute l'app. Donc la différence, c'est ici, c'est sur la page, ici, c'est dans toute l'app et surtout, ça peut être tout. Vous pouvez chercher des workflows, vous pouvez chercher, voilà, vous pouvez tout chercher directement depuis ici. Ici, vous avez un peu l'endroit où vous allez déployer votre application. Donc vous cliquez sur Deploy to Live pour la mettre en live et vous pouvez aussi créer des branches. Donc le branching, ça vous permet de faire des versions alternatives pour pouvoir modifier ces versions-là sans impacter justement soit la version en développement, soit la version live. Donc voilà, vous pouvez justement jouer avec ces différentes branches pour pouvoir créer plusieurs versions de votre produit. Si vous essayez de voir deux versions différentes, voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Et vous pouvez voir l'historique des mises à jour juste ici. Ici, vous pouvez prévisualiser et ça va prévisualiser en temps réel votre application pour que vous puissiez justement la voir. Donc ici, sans rentrer trop dans le détail, parce que je vous ai dit que je vais faire vite pour ensuite revenir. Donc là, vous avez votre tree. Donc, c'est un peu votre arbre et vous pouvez creuser tous les composants qu'il y a sur la page qui sont dans des groupes, etc. Ici, vous avez tous les éléments. Ici, vous avez tous les containers. Donc, c'est les éléments qui vont contenir d'autres éléments. Repeating group, c'est pour faire des listes. Pop-up, c'est pour faire des pop-up qui vont s'afficher. Floating group, c'est pour faire des groupes qui vont venir par-dessus, etc., etc. Ici, vous avez aussi les inputs. Donc là, c'est dès lors que vous voulez demander à l'utilisateur d'effectuer une action, remplir un champ, sélectionner une checkbox, etc. Vous allez pouvoir utiliser ces composants-là. Donc ça, c'est pour la première partie liée au designer. Ensuite, il y a l'éditeur de workflow. C'est là où va prendre essence votre application. Parce que si on garde juste le designer, ce que vous allez pouvoir faire, c'est des sites un peu statiques. Mais avec ça, vous allez pouvoir déclencher toutes sortes de scénarios et d'actions. Ces actions-là, elles peuvent se passer sur la page quand l'utilisateur est connecté, comme sur le serveur. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra quand on parlera des back-end workflows, plutôt vers la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, voilà. Donc, c'est là où on va dire, par exemple, dès lors que la personne clique sur un bouton, on va faire telle ou telle action. Donc, ça, c'est les workflows. Ici, il y a les bases de données. Donc, je reviendrai sur les bases de données. Sachez juste que c'est des bases de données relationnelles, un peu comme ce que vous pouvez avoir sur Notion. Vous pouvez définir toutes sortes de propriétés. Vous pouvez ensuite définir des règles pour afficher ou non certaines choses en fonction de ces règles-là. Pour, encore une fois, vu que vous avez des données, cette fois, il faut faire attention à ces données. Et ça vous permet de restreindre l'accès à ces données en fonction de diverses règles. Mais encore une fois, on en reparlera. Ici, dans App Data, vous avez vraiment toutes les données de votre application avec les différents types de données. Option Sets, ça va être des choses qui vont être fixes dans votre application. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez construire votre application, mais qui ne vont pas bouger. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un menu avec 5 onglets différents, ces 5 onglets-là ne vont pas changer en fonction de X ou Y. Ces 5 onglets-là vont rester les mêmes. Comme par exemple ici, Data Type, Privacy, App Data, machin, c'est toujours les mêmes. Donc pour ça, on va utiliser des option sets qui vont nous permettre, au sein de notre application, de pouvoir structurer des choses comme ça sans avoir à les mettre ni sur la page, ni sur les bases de données. Okay. Et File Manager, c'est là où vous allez avoir tous les fichiers de votre application. Ensuite, il y a les styles. C'est là où vous allez pouvoir définir des styles, voilà, définir des couleurs, des fontes, etc. Et définir aussi des styles d'éléments. Donc, vous allez pouvoir créer des éléments que vous allez réutiliser en termes de design un peu partout dans votre application. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que quand vous faites la modification à un endroit dans votre application, vous allez la faire sur toute votre application si vous modifiez le style.
D'accord. Ensuite, il y a les plugins. Donc les plugins, là, c'est des sortes de mini-applications qui vont venir enrichir vos applications avec, par exemple, ici, un truc qui permet de faire des graphiques. Il y a un truc qui permet de faire voilà, la sécurité des données de nos amis de Flusk. Je leur passe le bonjour. Voilà, il y a plein de choses, plein de plugins. Il y en a plus de 5000, je crois. Donc vraiment, vous avez de quoi faire, notamment OpenAI, par exemple, et ChatGPT. Il y a Notion, etc. Voilà, vous pouvez utiliser plein de plugins différents. Ici, il y a les settings. Donc, c'est là où vous allez gérer le plan, le SEO, le nom de domaine, etc. Les différentes versions de votre application, les API pour pouvoir connecter votre application Bubble avec d'autres applications externes, gérer différentes langues si votre application elle est multilingue et voir aussi les workload units. Donc vous pouvez les voir ici de manière un peu comme ça à vue d'œil. Et sinon, il faut aller dans les logs qui est la dernière partie. Et les logs, en fait, c'est là où vous allez voir tout ce qui se passe dans votre application qui vont être justement différenciés par type. Donc, est-ce que c'est un call API? Est-ce que c'est un workflow, c'est-à-dire une action dans votre application? Est-ce que c'est vous allez chercher la donnée dans votre base de données, etc. Il vous dit combien vous dépensez au jour par jour. Et ensuite, quand vous cliquez sur un, vous pouvez aller voir, OK, c'est plutôt API. Et ensuite, quand vous cliquez, vous pouvez encore creuser et creuser. Et vous pouvez voir le nombre de vues de page sur une certaine durée. Et ensuite, ici, vous avez les server logs. Donc, c'est toutes les actions qui se passent dans votre application. Donc, voilà, tout ce qui se passe, vous les avez ici. Et Scheduler, vous avez toutes les actions qui sont planifiées dans le futur. Donc, des actions, par exemple, récurrentes. Mais encore une fois, on en parlera plus tard. Donc, voilà pour cette première partie du tour. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir dans chaque étape. Et là, on va commencer avec le designer. Alors maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était Bubble dans les grandes lignes, c'est important de se concentrer sur la partie design. Donc là, j'ai créé une nouvelle app de zéro pour qu'on puisse le faire ensemble. Je vous invite à faire la même chose. Vous allez sur Bubble, vous créez une nouvelle application et ensuite vous allez arriver sur cet écran comme moi. Donc là, ce qui va se passer dans cette partie, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionnent les éléments sur Bubble et comment se passe le design de manière générale. La première chose dont on va parler, c'est les composants et leur apparence. Donc sur Bubble, il y a 3 familles de composants différents. Il y a ce qu'on appelle les composants visuels. C'est des composants que vous allez glisser sur le canevas, comme par exemple un texte, un bouton, une icône, une image. Ensuite, il y a un deuxième type d'éléments qu'on va appeler les containers. Donc, eux, comme son nom l'indique, vont contenir d'autres éléments pour pouvoir les organiser dans l'espace. Il y a évidemment le plus simple, c'est le groupe qu'on va utiliser de base qui permet d'organiser des éléments dans des groupes. Ces groupes-là, vous pouvez leur donner la structure que vous voulez. Vous pouvez organiser les éléments comme vous voulez dans ces groupes-là. Il va y avoir des groupes dans des groupes dans des groupes. C'est comme ça que ça fonctionne la construction sur Bubble. Vous allez voir et vous allez comprendre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les repeating groups qui vont globalement faire la même chose qu'un groupe, sauf qu'ils vont l'appliquer à plusieurs éléments d'une base de données. Imaginons qu'on ait une base de données avec 10 utilisateurs. Plutôt que de faire 10 groupes différents avec justement utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le groupe une seule fois, mais qu'on va répliquer justement cette fois qu'on a construite par le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans la base de données. C'est ce qu'on appelle les repeating groups, parce qu'ils se répètent. Ensuite, il y a d'autres composants, comme par exemple la pop-up, qui va nous servir à confirmer des actions qu'on va faire pour des trucs un peu où on a besoin de vérifier qu'on fait bien une action. Ensuite, il y a les floating groups qui vont nous permettre de mettre des éléments par-dessus le reste du canevas et les groupes focus qui nous permettent vraiment de se concentrer sur des éléments très spécifiques de notre application. Et enfin, il y a la dernière partie qu'on appelle les éléments d'interaction ou input en anglais, où on va demander à l'utilisateur de nous envoyer de la donnée, soit pour l'envoyer ailleurs, soit pour la stocker dans la base de données. Et les principaux, c'est l'input, donc champ en français, qui permet, comme dans un formulaire, c'est un champ de formulaire. Vous avez aussi la checkbox, case à cocher, ou encore le menu déroulant drop-down.
Tous ces éléments-là, ils vont nous servir justement à bien organiser les données, à récolter des données de nos utilisateurs et surtout à pouvoir vraiment construire une application. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à construire et la première chose qu'on va faire, c'est pas de mettre un élément texte, c'est d'abord de mettre un élément groupe. Pourquoi un groupe? C'est parce que c'est la base de tout sur Bubble. Vous allez créer des groupes qui vont stocker des éléments ou d'autres groupes. D'accord? Ces groupes-là, on va pouvoir les organiser dans l'espace de plusieurs manières. Donc là, quand on clique sur Index, ici, on sélectionne la page. Donc là, on va sélectionner la page en entier. Et vous voyez qu'ici, je reviendrai sur apparence juste après, mais c'est important de comprendre d'abord le layout parce que c'est comment vous allez structurer votre page. Cette structure, vous pouvez la faire de différentes manières, soit fixe, c'est-à-dire que en fait, c'est un canevas fixe et les éléments, vous pouvez les bouger où vous voulez. Mais je vous le déconseille parce que ce qui va se passer si vous utilisez ça principalement, c'est que vous allez avoir du mal au moment où vous allez devoir faire du responsive. Donc responsive, l'onglet est juste ici, on en reparlera après. Ou en fait, quand vous allez réduire la taille du canevas, ça ne va pas s'adapter. En fait, si vous réduisez la taille du canevas, eh bien, vous voyez que l'élément est fixe et vu que la largeur est de 1080, ça ne bouge pas en fait. Donc, vous ne pouvez pas avoir un écran smartphone. Si vous avez un smartphone, vous aurez une grande page qui dépassera, ce ne sera pas très joli. Donc, à la place, ce qu'on utilise, il y a 3 autres options. Align to parent. Donc là, en gros, l'élément qui est enfant, c'est-à-dire qui est contenu par la forme supérieure. Donc là, la page index contient le groupe A. Eh bien, si en fonction de là où est le parent, je peux le mettre où je veux. Donc soit je peux le mettre en haut à gauche, au milieu à gauche, en bas à gauche, etc., etc. Ça, c'est pareil, on ne l'utilise pas vraiment. On va surtout préférer utiliser des lignes ou des colonnes. Donc, row, c'est pour ligne, colonne, c'est pour colonne. Quelle est la différence entre les deux? Si vous utilisez colonne, donc là, on a notre groupe qui est ici. Si vous utilisez colonne, ce qui va se passer, c'est que si vous avez 2 groupes, donc là, par exemple, je peux faire copy et paste pour mettre les 2 groupes, vous voyez que groupe 1 et groupe 2 sont l'un au-dessus de l'autre parce que notre page est au format colonne. À l'inverse, et pour ça, je vais juste remettre les bordures. À l'inverse, si on était de type ligne, eh bien, elle serait en ligne. Vous voyez la différence? Donc là, on a nos 2 groupes qui sont en ligne parce que la page est au format ligne. Et si on change et qu'on remet en colonne, elles vont être l'un sur l'autre. Okay? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce groupe-là. Je vais venir mettre ce groupe-là et mon but, c'est de le mettre au milieu. Donc, comment est-ce que je peux faire? Soit je peux réutiliser Align to Parent comme je vous avais dit, ou alors, autre option, vous prenez ici le Container Alignment et vous le mettez au milieu. Donc là, ça va être par rapport à l'intérieur de la forme. Mais ensuite, si vous voulez le mettre par rapport justement à là où il est dans l'espace, vous allez pouvoir sélectionner. Pourquoi est-ce que vous pouvez modifier l'organisation spatiale d'un élément sur l'axe horizontal dans la forme et sur l'axe vertical, c'est la forme parent. Parce que vu que ici on est de type colonne, en réalité c'est le parent qui va décider de l'organisation spatiale des enfants. Et à l'inverse, c'est l'enfant qui va décider de l'organisation dans l'axe opposé. Donc là par exemple, c'est groupe A qui va décider où est-ce qu'il se met sur la ligne et c'est index qui va choisir où est-ce qu'il se met dans l'espace. Donc là, pour avoir tout au milieu, il faut que je sélectionne index et que je le mette ici. Donc là, vous voyez, mon élément est bien au milieu. Maintenant, cet élément, je peux venir lui mettre, l'organiser dans l'espace. Donc pour ça, je peux lui dire plusieurs choses. Donc ici, il y a 2 critères qu'on va voir. Il y a ce qu'on appelle la width et la height. Donc la width, c'est la largeur en anglais. Et ça va nous permettre de définir une largeur pour notre élément. Ce qui va se passer en général, c'est que souvent, vous allez laisser les enfants décider de la taille, notamment en largeur, du groupe parent. Je m'explique. Par exemple, ici, vous voyez qu'on est à 280. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rajouter des éléments de texte à l'intérieur. Donc, on va venir ici mettre le texte. Donc là, vous voyez qu'il est au milieu, donc on va le remettre en haut. Et ce qu'on va faire, vous voyez qu'ici, le texte, il est collé vraiment à la limite du groupe A. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un peu d'espace pour que ça respire un peu. Donc, pour ça, on va venir dans le padding et on va venir mettre 10 de tous les côtés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter un petit espace grisé. Donc, il n'est pas vraiment gris, c'est juste pour nous indiquer, entre la bordure de la forme de notre groupe A et notre texte A. Comme ça, les deux ne sont plus collés. Ça, c'est ce qu'on appelle le padding. À l'inverse, il y a également la margin qui, elle, va faire l'inverse. La margin, elle va rajouter de l'espace autour du groupe A pour que ça puisse faire une bordure autour.
Et vous voyez que en général, ça se met sous cette forme-là. C'est le trait orange que vous voyez autour. Ça veut dire qu'il y a 10 pixels d'espace entre la forme groupe A et potentiellement la bordure au-dessus. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va supprimer ça. Hop, et on va juste garder notre padding. À l'intérieur de notre forme, vous voyez qu'ici, elle fait 280 pixels. Et ici, notre texte, il fait 0 pixels. Alors, pourquoi, malgré 0 pixels, on le voit quand même en entier et qu'il n'est pas totalement invisible comme ça? Tout simplement parce que ici, quand on fait fit width to content, ça veut dire qu'on va lui dire que la largeur minimale de cette forme-là, enfin la largeur maximale pardon, de cette forme-là, ça va être la taille du texte. À l'inverse, par contre, si on réduit la taille de l'écran, donc qu'on est par exemple sur un écran mobile, vous allez voir que le texte, hop, alors là, c'est un mauvais exemple parce que du coup, il y a ça. Mais si on enlève ça et qu'on met 0 en largeur et que ici, vous avez fit width to content, hop, vous voyez que hop, quand on le rétrécit, boum, il est tout raplapla parce qu'en fait, il se fait compresser par la taille des éléments par an. On reviendra sur le responsive, mais c'était juste pour vous expliquer les bases. Ici, du coup, nous, ce qu'on va vouloir faire par rapport à ce groupe-là, c'est définir une largeur minimale. Donc, on va dire en général 200 pixels. Ça veut dire qu'en gros, si la taille de l'écran fait moins de 200 pixels, bah cette forme-là, elle gardera quand même 200 pixels. En réalité, ça arrive quasiment jamais. 200 pixels de largeur, c'est vraiment... ça n'existe quasiment jamais, sauf sur des téléphones qui ont des formes très bizarres. Mais sinon, avec 200 pixels, vous êtes tranquille. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la max width. La max width, c'est la largeur maximale que ça peut avoir. Parce que le problème, c'est que si on décoche ça, bah, ça va prendre tout l'espace. Donc pour limiter ça, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va venir mettre ici une max width. Et ça, c'est la largeur maximale qu'on peut allouer à un groupe ou un élément. Donc là, par exemple, ici, je lui ai dit largeur minimale 200 pixels, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire moins de 200 pixels, et largeur maximale 400 pixels, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire plus, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un truc qui soit totalement difforme et qui prenne tous les... Maintenant, au niveau du texte, donc là, on a vu que le texte, il pouvait prendre une largeur maximale, donc celle de sa taille, en fait, c'est la taille du texte qui, donc là, 70 pixels. Nous, on dit que maximum, ça prend la taille du texte. Par contre, en minimum width, si on ne veut pas que le texte soit compressé, ben, on peut juste venir regarder et mettre ici, par exemple, 75 pixels pour être vraiment sûr que le texte ne prenne pas l'espace. Donc là, c'est même plus 70, je pense. Voilà. En général, il faut mettre la largeur minimale, donc 71, mais vous pouvez laisser 0 si votre forme a déjà une limite, puisque dans tous les cas, ça ne pourra pas être plus compressé que ça. Donc là, maintenant, on va s'occuper de l'apparence. Donc l'apparence, c'est là où on va venir modifier le texte en lui-même, mais aussi l'apparence du texte. Par exemple, ici, on pourrait mettre un truc comme « bienvenue ». Et « bienvenue » ici, évidemment, là, il y a des bordures, mais encore une fois, les bordures, elles sont invisibles en réalité, c'est juste pour vous expliquer. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous puissiez voir une vraie bordure, on va mettre un petit arrondi ici, au niveau de l'apparence du groupe, et non plus du texte. Et ensuite, on va mettre une bordure visible. Donc, on va dire, par exemple, ici, là, qu'on va lui mettre une couleur, gris, mais assez légère. Là, on a juste un truc tout simple, tout bateau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce bienvenu-là, j'ai envie qu'il soit en plus gros. Donc là, je vais sélectionner le texte bienvenu et je vais le mettre en 24. Non. En 20. Voilà, donc là, on a un texte en 20 et on peut augmenter son épaisseur. Pour ça, on va venir ici, on va sélectionner semi-bold, par exemple, pour augmenter l'épaisseur du trait. Ici, je vois aussi que le texte, il est quand même assez serré par rapport justement au truc. Donc, je vais augmenter mon padding, je vais mettre 16. Voilà, là, on voit que ça respire un peu mieux, c'est mieux organisé. Donc là, on a notre texte qui prend cet espace-là et vous voyez qu'ici, minimum height et fit height to content sont activés. Ça veut dire qu'en gros, sa hauteur minimale, ça va être la hauteur du texte. Donc ici, c'est 20 pixels, plus l'espace de la ligne, donc 1.4. Et donc ici, ça va vous donner un petit peu de place. Pensez toujours bien à
utiliser le line spacing. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous pouvez avoir certaines polices ou certaines lettres. Si vous laissez à 1, ça va couper le bout d'une lettre, comme par exemple les P, les G, etc. Donc faites attention à ça. Mettez jamais 1,0, mais vous pouvez mettre 1,2 par exemple. Donc là, on a notre texte, on a notre forme comme ça avec notre petite bordure. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter un sous-texte. Donc là, on va mettre un texte et vous voyez qu'il s'aligne plutôt bien en dessous. Mais quand même, je le trouve un petit peu trop collé. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire? Vous pourriez vouloir vous dire, ok, donc là j'ai mon petit texte, je vais mettre une petite marge, comme ça, de 5 pixels, pour mettre un peu d'espace. Ça, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, on va l'utiliser que si on a besoin d'une seule fois une marge sur toute la forme. À la place, ce qu'on va préférer utiliser, c'est plutôt ici, mettre un gap spacing between elements, donc sur le groupe parent, et on va venir mettre un petit espacement entre toutes les formes de ce groupe-là. Ça veut dire que si on a un texte, un deuxième texte, un champ, une image, chaque élément va être séparé par ce qu'on va mettre ici. Donc là, on peut mettre par exemple peut-être 4, voilà. Donc là, on a une petite séparation entre les deux. On peut aussi venir jouer sur la visibilité ou non de certaines choses. Donc, par exemple, ici, vous pouvez dire est-ce que cet élément doit être visible sur le canevas, oui ou non? Si vous décochez, il est invisible et il ne sera pas visible. Quand on fait preview, on ne le verra pas. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un espace blanc. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Tac. Si vous regardez justement là, ça va charger la page, etc. Vous allez avoir notre texte avec une petite bordure. Et ensuite, vous allez avoir, voilà. Ici, vous voyez, bienvenue, mais vous n'avez pas l'autre. Pourtant, dans les faits, il y aura quand même ici un espace blanc. Du coup, pour éviter l'espace blanc, ce qu'on va utiliser, c'est ce truc-là qui s'appelle Collapse When Hidden. Et en gros, ça va le cacher si jamais celui-là n'est pas visible. D'accord? Donc ça, vous allez l'utiliser beaucoup, vous inquiétez pas. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir modifier le texte. Donc, on va mettre un sous-titre tout bateau. On va mettre créer votre compte en moins d'une minute. Donc là, on a notre petit texte. Là, je le trouve un peu léger encore, donc on va le mettre en un peu plus épais, voilà, en 500. Et surtout, je vais le mettre en gris parce que pour le différencier par rapport au titre, donc on va mettre un truc un peu comme ça, voilà. Voilà, donc là, bienvenue, créez votre compte en moins d'une minute. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est, si on aime bien ce sous-titre-là, pour éviter de le refaire à chaque fois, on va pouvoir créer un style. Donc ici, on va créer un style. On va mettre subtitle. Voilà. Alors, moi, j'ai ma propre codification, etc. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste écrire subtitle. Et ici, du coup, j'ai créé mon petit sous-titre. Vous voyez que le line spacing, il est à 1. Moi, ça ne me va pas. Du coup, je vais éditer le style. Et ici, je vais faire 1.2. Voilà, pour laisser un petit peu d'espace. OK. Et là, vous voyez que le 1.2, il a été modifié puisque je suis allé directement modifier le style. Maintenant, ce qu'on a envie de rajouter, c'est des composants comme par exemple un champ input. Donc pour ce champ input-là, je suis allé en chercher un. Ici, je le trouve trop gros, donc je vais le limiter à 40. Et le champ, je vais lui dire, tu fais max, minimum 200 pixels et max toute la place. Donc là, vous voyez qu'il y a un champ. Et vous voyez ici que l'espacement est un peu trop light. Autant entre le texte et le sous-titre, je le trouve bien, autant ici, je le trouve pas très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer un groupe en groupant ces deux éléments-là. Donc ici, le bienvenue et créer votre compte, je vais les grouper en colonne container, puisqu'on va les mettre l'un sur l'autre. Et ensuite, je vais remettre mon gap spacing à 4. Et par contre, ici, je vais l'augmenter à 8 pour créer plus de différence avec le champ qui est en accord. Ensuite, ici, on a un champ qui s'appelle input. Alors, ça, sur les groupes, c'est pas très grave si vous renommez pas. Sur les champs, c'est très important. Parce qu'ensuite, quand on va utiliser la donnée qui vient de ce champ-là, c'est important de savoir d'où elle vient. Donc, ce qu'on fait, c'est soit vous mettez input comme ça, et ensuite vous mettez email, puisque c'est un type email. Et voilà, du coup, là, ici, vous allez avoir votre champ email qui est bien enregistré. Ensuite, sur ce champ-là, toutes ces données-là vont varier en fonction justement de différentes choses. Et une des choses ici, c'est le type de données que vous allez vouloir enregistrer. Nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer quelque chose qui ressemble à un email. Donc, on va sélectionner le type email. Ensuite, ici, placeholder, c'est l'information qui va être de base dans le champ sans même que la personne n'ait rien rempli. Donc là, en l'occurrence, c'est type here. Donc nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est ton adresse. Voilà. Et donc là, on sait qu'il faut rentrer son adresse email. Ensuite, on peut en mettre un deuxième. Donc pour aller plus vite, on peut faire commande D sur Mac. Et ici, on peut venir mettre password.
Et là, on met ton mot de passe. OK, et ensuite, on peut en mettre encore un troisième où on va demander confirmation du mot de passe. OK. Ici, on va modifier input mot de passe et ici, on fait input confirmation mot de passe. Et du coup, là, vous avez les 3 éléments. Donc là, on voit que le groupe, il est bien, mais je le trouve encore un petit peu grand. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire ça? Tout simplement, on va supprimer minimum height et on va juste réduire ça comme ça. OK. Maintenant, la dernière chose qui nous manque, c'est évidemment un bouton. Et le bouton, on va le mettre ici. Et on a le choix, soit on peut le laisser prendre tout l'espace. Donc à ce moment-là, on décoche ça. Et on lui dit, tu prends tout l'espace disponible avec un texte. Ici, ça peut être créer un compte. Voilà, par exemple. Ou on peut aussi choisir de le réduire juste à sa largeur à lui. Donc comme ça, et de le mettre comme ça. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère comme ça en général. Donc là, on vient de créer notre première forme. Maintenant, il s'agirait, cette forme, de la rendre visible de la bonne manière, qu'on soit sur mobile ou sur desktop. Donc là, pour l'instant, on va faire desktop. On a fait desktop, maintenant, on va faire mobile. Donc le responsive, c'est une partie qui est très importante dans Bubble parce que c'est comme ça qu'on va voir si ça rend bien aussi sur mobile. Donc pour faire ça, on va venir dans cet onglet-là. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle responsive qui est apparu. Et là, vous voyez que, bon, ça se passe plutôt bien, sauf qu'il y a 3 choses qui me chiffonnent un peu. Le premier, c'est que ici, en fait, les éléments sont trop grands. Donc ici, on voit qu'à 200 pixels, ça dépasse de la forme. Donc ça veut dire que la forme est plus petite que les composants. Parce que ici, on est 200 pixels, mais on a aussi le padding de 20. Donc ça fait en réalité 240. Du coup, il faudrait plutôt le baisser à 160 pour qu'on soit sur la même ligne. Voilà, 160. Et puis ensuite, on a autre chose, c'est que... Hop, je vais mettre 160 sur tous. Et puis on a autre chose, c'est qu'en réalité, on est vraiment collé. C'est-à-dire que si on a un smartphone, on va vraiment avoir la forme collée comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit peu d'espace. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est un peu un petit hack. Voilà, ceux qui connaissent Bubble connaîtront. Mais en fait, vous allez grouper les éléments dans un column container, peu importe. Et en fait, c'est ce groupe-là que vous allez utiliser comme wrapper. Moi, j'utilise le terme wrapper. Et ce groupe-là, pardon, il va nous être très utile quand on va organiser au niveau du responsive. Le fait d'avoir tout dans un groupe va nous permettre de gagner du temps quand on va faire les marges, notamment sur la forme. Donc pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est faire ici un groupe qui va prendre tout l'espace. Donc là, tac, il va prendre l'infini, donc 100%. Il faut savoir qu'on peut définir en pixels, en valeur pixels, mais aussi en pourcentage de la forme. Donc là, on va prendre 100 et 100, voilà, comme ça, 100%. Voilà, et donc là, on a l'intégralité du canevas. Ici, on va mettre ça au milieu, et ça, on peut laisser ça en haut, peu importe, puisque dans tous les cas, ça prend 100%. Maintenant, quand on va faire le responsive, plutôt que de mettre 10 de marge à toutes les formes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir sur ce wrapper ici, venir mettre 10 de padding à gauche et à droite. Et comme ça, vous allez voir que automatiquement, on aura tous nos groupes qui seront bien mis. Parce qu'ici, on a mis du padding qui va s'appliquer sur tous les éléments de la liste. Donc ça fait gagner un peu de temps. Et c'est comme ça qu'on passe de quelque chose qui est comme ça sur grand écran à quelque chose qui est comme ça sur petit écran. En général, on arrive rarement en dessous des 250 pixels, donc c'est vraiment à la marge. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut passer, c'est comme ça qu'on fait le responsive. Donc là, c'était vraiment pour les fondamentaux du responsive. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si jamais, par exemple, vous avez un texte qui est un petit peu trop gros, donc là, le texte est plutôt bien, mais si vous avez un gros titre et que vous avez envie de le baisser, vous pouvez venir modifier, que ce soit au niveau du style, au niveau de chaque texte, la taille du texte en fonction, par exemple, en fonction de la taille de l'écran. Par exemple, si on a un écran qu'on va se dire qu'on est sur mobile, donc on a un écran à moins de 320, donc when current page width, c'est quand la largeur de la page de l'écran est inférieure à 320 pixels, donc vous mettez 320 mobile comme ça. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la taille du texte, donc vous mettez texte font size, vous allez la baisser par exemple à 16 ou à 18. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez être sur grand écran, vous allez être à 20. Et quand vous allez vous rapetissir, le texte va rapetissir avec. Donc ça, c'est en utilisant ces conditions-là qu'on peut aussi bien mettre sur chacun des textes que sur la forme en entier. Donc ça, c'est pour le responsive.
Maintenant, on va passer aux conditions et vous allez voir qu'elles sont très importantes dans Bubble. Alors maintenant, on va voir ce que sont les conditions et on va voir comment est-ce qu'on peut les mettre en place pour que vous puissiez comprendre justement comment les utiliser. Donc les conditions, on va pouvoir les utiliser pour changer de manière dynamique en fonction de X ou Y actions. Il y a plusieurs choses, par exemple, qu'on va pouvoir utiliser, comme par exemple ici, si, admettons qu'on ait envie de cacher la confirmation du mot de passe pour qu'on se dise qu'il y ait moins de champs à remplir et que ça pousse moins les gens à partir, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher par défaut et dès qu'il y aura une valeur dans le champ ton mot de passe, à ce moment-là, on le montrera. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux manières différentes de le faire. La première manière, c'est de définir une condition. Donc, on va dire quand le champ input mot de passe value, donc la valeur du champ ici, et n'est pas vide, à ce moment-là, on va le montrer. Donc là, quand la valeur qui est dans ce champ-là n'est pas vide, c'est-à-dire quand il y a une certaine valeur, à ce moment-là, cet élément, il est visible. On aurait pu, et à condition, que ici, on ait l'élément qui soit invisible par défaut. Et du coup, on le rend visible que si cette condition MDP value is not empty est bien remplie. À l'inverse, on aurait pu faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que par défaut, il est visible. Par contre, si la valeur est vide, à ce moment-là, on le cache. Donc cet élément est visible, on décoche, ça veut dire qu'il est invisible. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt les cacher par défaut si par défaut, ils sont censés pas être là. Hop, donc là, je fais comme ça et ensuite, je le rends visible si jamais. Maintenant, si on check en live, voir ce que ça fait, bon, j'avais déjà testé en amont. Ici, on a... Tac, si on fait par exemple cette valeur-là, à ce moment-là, on va pouvoir mettre une lettre. Et là, vous voyez que, hop, ça apparaît directement parce que là, la valeur n'est plus vide. Du coup, on peut mettre la deuxième valeur. Maintenant, on va faire ici une action, c'est-à-dire qu'on va définir la visibilité de ce bouton que si les valeurs des deux champs sont identiques. Et à l'inverse, on va ajouter un nouveau texte et on va dire ici, donc on va faire passer juste au-dessus comme ça, en petit, allez, on va mettre ça en 10, en 12, voilà. Et on va faire ici, les mots de passe ne sont pas identiques. Ça, on va mettre ça en couleur d'alerte, en rouge. Voilà, on va augmenter un petit peu ça, voilà, très bien. Et ça va être visible que si les mots de passe sont effectivement pas identiques. Donc par défaut, on va le cacher et on va faire collapse when hidden. Ça veut dire que quand c'est caché, la hauteur de cet élément sera égale à 0, plutôt que 16 pixels quand c'est visible. Ensuite, on va avoir la création du compte. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est une condition. On va dire quand input mot de passe value. Et là, on va faire input, input confirmation. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Ok, confirmation, ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? When is not input confirmation. Ah, INP. Ok, autant pour moi. Confirmation, value. Donc, quand les deux valeurs sont différentes, à ce moment-là, cet élément est visible. Mais sinon, il est invisible. Ok. Et par contre, ici, ce qu'on va dire, c'est que quand les champs, donc quand input mot de passe value est pas égal à input confirmation value, à ce moment-là, cet élément, ce bouton n'est pas cliquable. Et donc ici, n'est pas cliquable, on fait oui. Ça veut dire qu'il est cliquable que si jamais les deux sont identiques. Donc dans les faits, à quoi ça ressemble? Donc là, si je fais par exemple mon adresse, ici on fait par exemple 1, 2, 3, 4. Donc là, on voit que c'est pas identique. Par contre, si on fait 1, 2, 3, 4, à ce moment-là, c'est identique, du coup, c'est caché. Si on fait 5, à ce moment-là, on voit que l'élément n'est pas cliquable parce qu'on n'a pas mis. Et là, par contre, on voit qu'on peut cliquer. Donc, parce que les deux sont identiques. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les conditions. Et maintenant, on va passer au workflow. Donc, maintenant, on va s'intéresser à justement la création de workflow. Et c'est précisément ça qui va changer comment fonctionne notre application. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir cliquer sur l'élément ici. Donc, il y a deux moyens. Soit vous pouvez faire Add Workflow ici, soit vous pouvez aller dans les workflows directement et aller chercher un élément. Donc, An element is clicked. Et là, on vient sélectionner bouton créer. C'est les deux moyens de le faire. Au départ, c'est plus simple comme ça. À la fin, quand vous avez beaucoup de choses, ça peut être plus simple dans l'autre sens. Okay. Ici, une fois que la connexion est faite, on peut faire Edit Workflow. Et donc,
dans cette partie sur les workflows, on a deux choses différentes et c'est important. On a ce qu'on appelle un déclencheur ou trigger en anglais. C'est des conditions qui vont dire si l'élément doit être déclenché. Donc ça peut être quelque chose qui va être manuellement fait par l'utilisateur, mais ça peut être aussi des choses qui vont être faites en fonction de conditions. Typiquement, quelque chose qui peut arriver, c'est déclencher une action s'il y a quelque chose qui est contenu dans l'URL. Par exemple, si dans l'URL on a le mot patate, et ben, tout simplement, on peut venir sélectionner cette condition et dire s'il y a dans l'URL le mot patate, à ce moment-là, affiche ça. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une action. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer un compte à l'utilisateur. Donc, on va faire sign the user up. Ici, on va aller chercher tous les champs. Donc, vous avez la possibilité ici d'aller chercher l'email et c'est pour ça que je vous disais, faites attention à bien renommer vos éléments, notamment quand c'est des inputs parce qu'on va les réutiliser dans les workflows. Donc ici. Et donc ici, j'ai mon petit champ input que je peux aller chercher, email, value, parce que je veux la valeur de ce qu'il y a dans ce champ-là. Ensuite, ici, je fais password. Donc là, je fais input, mot de passe, value. OK. Et vu que j'ai demandé une confirmation, je vais dire ici input confirmation. Vous pouvez envoyer un email pour demander la confirmation et puis ensuite sélectionner si vous voulez qu'on se souvienne de l'email ou pas. Ça, c'est à vous de choisir. Donc ça, c'est la première action. Mais si j'en reste là, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur, il va rester sur cette page-là. Donc, en principe, ce que je voudrais faire, c'est faire une action pour l'amener vers une autre page. Donc, pour ça, je fais go to page. Et là, je peux l'emmener vers une autre page. Donc là, il y a plein d'options différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre page qu'on va appeler dashboard, par exemple. Donc là, je fais create. Et du coup, ici, je vais pouvoir sélectionner ma page dashboard. Et si je veux, je peux envoyer de la data. Ici, vu que l'utilisateur est connecté, en réalité, on s'en fiche. Mais si j'avais besoin d'envoyer, je ne sais pas, un petit paramètre, ce genre de choses, j'aurais pu l'envoyer par ici. D'ailleurs, ici, vous avez d'autres options pour envoyer les paramètres dans la page. Donc, dans la page, il va y avoir certains paramètres. Vous pouvez transférer ces paramètres d'une page à l'autre et vous pouvez aussi choisir d'ajouter des nouveaux paramètres avec une clé. Donc, c'est une valeur de propriété et une value, ce qui correspond à une valeur. Donc là, par exemple, si je mets email et que je mets l'email de l'utilisateur, donc je fais current user email, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer l'email de l'utilisateur dans les paramètres à la page d'app. Donc ça, c'était pour les paramètres. Et puis du coup, ce qu'on peut faire, c'est passer à l'étape d'après où on va s'intéresser à quelque chose qui est un peu plus avancé, qui va être les custom states. Alors du coup, maintenant, on va parler des states et c'est important de comprendre ce qu'est un state. Parce que ça va varier de manière assez différente par rapport à la base de données. Donc, on va différencier les deux de la manière suivante, c'est que en réalité, les custom states, ça va être une donnée, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un texte, un nombre, peu importe. Et d'ailleurs, ce state-là, vous pouvez l'attribuer à n'importe quel élément. Alors là, si vous vous dites, ok, ça peut être n'importe quoi, attribué à n'importe quel élément. En réalité, ce que ça vous permet de faire, des custom states, c'est de pouvoir créer des modifications, de pouvoir envoyer des données sans avoir à solliciter la base de données. Donc, ce qu'on va essayer d'éviter, parce que à chaque fois, en fait, quand vous envoyez des données à la base de données, eh bien, ça va directement sur le serveur. Tandis que les custom states, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester du côté client de l'utilisateur qui est connecté. Et donc, ça va épargner en quelque sorte la base de données parce que solliciter la base de données, ça prend plus de ressources. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est différencier les deux. La base de données, ça va être principalement pour créer des données qu'on veut garder sur le long terme. Donc ça peut être n'importe quoi pour l'utilisateur, ça peut être des comptes qu'il va suivre, etc. Des choses qu'on a besoin d'enregistrer parce qu'on a besoin que la prochaine fois qu'il se connecte, il ait accès à ces mêmes choses. Donc, on va les stocker dans la base de données. Pour tout le reste où on n'a pas forcément besoin de garder ça en base de données, on va utiliser des custom states. Donc, les custom states, ça peut être utilisé pour créer des données de manière temporaire. Par exemple, si vous remplissez un formulaire, de se souvenir où est-ce que vous en êtes dans le formulaire. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi montrer, cacher certains éléments. Donc, par exemple, si jamais vous avez un certain onglet, vous êtes par exemple ici,
il y a l'onglet Design. Si j'ai envie de naviguer à l'onglet Workflow, je ne vais pas envoyer une donnée à la base de données juste pour changer d'onglet. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais utiliser un custom state pour pouvoir changer d'onglet. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne les custom states, c'est des données que vous pouvez attribuer à n'importe quoi. Par exemple, ici, à ce groupe-là, je peux lui attribuer un custom state. Okay, je peux l'attribuer à un texte, je peux l'attribuer à une forme, je peux l'attribuer à une page. Bref, je fais comme je veux. Et ensuite, ces custom states, une fois que je les ajoute, ils peuvent être de n'importe quelle nature. Donc, ça peut être des textes, ça peut être des nombres, ça peut être des utilisateurs. Donc, ça peut être des lignes dans la base de données utilisateurs, ça peut être des tâches, ça peut être peu importe. Et donc, ces states-là, quand on va venir les stocker, par exemple, ici, on va venir stocker un texte. On va mettre, par exemple, l'email de l'utilisateur. Voilà. Et donc, ces custom state, on peut leur attribuer une valeur par défaut et on peut déterminer s'il y en a plusieurs ou s'il n'y en a qu'un seul. Donc, si ça va être une liste ou pas. Ensuite, une fois qu'on a envie d'afficher ce state, d'enregistrer ce state, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir créer un élément. Donc là, par exemple, on peut dire, par exemple, quand la page est chargée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'action set state of an element. Ça, vous allez l'utiliser tout le temps dans Bubble. Ce fameux set state on an element, on va venir sélectionner notre state qu'on a configuré. Donc là, je l'avais mis sur la page directement et je vais pouvoir dire, par exemple, email. Et donc là, si j'ai envie de stocker l'email, par exemple, de l'utilisateur, je vais pouvoir aller chercher dans les sources. Donc, soit je peux chercher dans la base de données, soit je peux chercher dans les sources. Current user email. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre l'email de l'utilisateur et je l'ai stocké dans ce state sur la page. Donc, par exemple, ici, si on teste l'information, là, pour l'instant, on l'a juste stocké. Donc là, on va le stocker l'information, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir l'afficher, par exemple. Donc, et c'est là toute la puissance des states, c'est que si on vient mettre ici, par exemple, un texte, on va pouvoir venir dans ici l'éditeur de données dynamique, sélectionner non pas l'email de l'utilisateur par ici, mais plutôt on va aller chercher notre state. Donc on va sélectionner la page, dashboard, et ici vous voyez qu'il y a custom state. Donc je viens d'avoir mon custom state email. Et donc je vais pouvoir afficher l'email de l'utilisateur sans aller chercher dans la base de données, par exemple, mais en faisant passer cette donnée dans un custom state pour ensuite aller la rechercher. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez faire énormément de choses avec les custom states. Par exemple, tout bête, ce qu'on peut faire, c'est créer un bouton. On va créer un bouton pour afficher base de données custom state. Donc ça, je vais le supprimer pour l'instant. Et ce bouton-là, donc je vais le mettre dans un groupe elements colonne, voilà, et ici on va mettre un petit peu d'espace, voilà, on va mettre 15 pixels, et ensuite ça, tac, ok, et ce groupe là on va le mettre au milieu, voilà. Ici je vais mettre un bouton qui va varier en fonction d'un state. Donc ce state là, je vais mettre, par exemple, ici je vais mettre montrer, je vais mettre plutôt tab. Ici ça va être je vais mettre de type texte pour l'instant. Après, je modifierai, vous verrez. Donc là, on va dire que la valeur par défaut, c'est base. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir venir changer dès lors que je clique sur le bouton pour montrer l'autre. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, on va dire que vu qu'on va montrer les bases par défaut, on va mettre ici state pour pouvoir cliquer et montrer l'autre. Dès lors qu'on va venir sur ce groupe-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé notre state qui est ici, donc qui est au format texte, et on va dire une condition, c'est que celui-là, par exemple, il va être visible, donc on va créer une condition, que si le state du groupe, donc c'est le groupe A, il me semble, alors non, le state c'est groupe D. Ok, autant pour moi, donc groupe D, ok, tab, donc là on vient sélectionner la tab, et là on va faire is state, voilà, à ce moment-là, ce truc-là, tac, 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 is, pas ça que je voulais mettre, c'est juste le texte en plein, donc pour ça, je vais juste faire comme ça, et ensuite, je vais dire est visible. Donc, il est visible que si c'est de type state, sinon, il est caché et on ne le voit pas. À l'inverse, je vais faire la chose opposée, je vais dire que celui-là, il va être caché si jamais c'est state, pour qu'on n'en ait qu'un des deux visible. Donc, pour ça, je vais faire ici copy condition, je vais la coller. Et là, groupe des tabs is state. Donc, à ce moment-là, ça va le cacher.
Ça veut dire que si c'est state, celui-là va être caché. Et du coup, ici, je le cache comme ça et l'autre sera invisible. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher ici en fonction du state, l'autre non, pour qu'on puisse revenir en arrière. Donc là, par exemple, je vais dire que si le groupe D, ici, le state, c'est non plus state, mais c'est plutôt... alors, je sais plus ce que j'avais mis, base. Voilà, si c'est base, à ce moment-là, le texte va être state. Et à l'inverse, du coup, celui-là, par défaut, ça va être base. Donc ici, quand je vais cliquer là-dessus, je vais mettre un... Ah non, c'est l'inverse. C'est ici, je vais mettre states pour obtenir les states. Et ici, c'est si c'est base, à ce moment-là, c'est states pour aller vers l'autre. Maintenant, je vais définir la dernière partie qui nous manque, c'est l'action pour montrer ou cacher justement ce state et le modifier. Donc là, ici, on va faire une action, on va faire set state of an element. Et ici, on va venir mettre sur notre groupe D un custom state qui va s'appeler... Alors, il va y avoir deux scénarios possibles. Donc, on va copier-coller ces éléments. Et on va dire ici une condition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions sur les workflows. Où on va dire que ce bouton-là, donc le bouton dont on a ce groupe-là, ce state, s'il s'appelle base, donc is base, à ce moment-là, on va modifier son texte et on va l'appeler state. Et inversement, si jamais il s'appelle states, on va l'appeler base. Donc quand il s'appelle states, only when groupe D custom state is ici states, à ce moment-là, on va l'appeler base. Ce qui veut dire qu'on aura deux scénarios différents qui nous permettront de cacher et montrer les différentes valeurs. Donc là, si on prévisualise ce qu'on a fait, hop, comme ça, vous allez voir. Donc là, par défaut, j'ai ma base de données base. Et si je clique, j'ai ma base de données states. Alors là, on voit qu'il y a justement un truc qui n'est pas passé. On va vérifier, ça arrive. Hein. C'est que, alors par défaut, on est states. Ah bah oui, ça n'avait pas pris en compte. Mais du coup, le label par défaut, c'est base. Voilà, donc là, on peut recharger pour vérifier que ça marche bien. Tac. Ok, et donc là, si on clique sur States, on arrive aux States et vous voyez que le texte change pour base. Donc là, c'est là tout l'intérêt de créer des States, c'est de pouvoir afficher, cacher différentes choses, de pouvoir stocker des données de manière assez simple. Donc maintenant, on va continuer avec les bases de données et les règles de confidentialité. Et du coup, je vous ai dit les styles, mais en réalité, je voulais montrer les plugins parce que les styles, vous les ai déjà un peu montrés. Du coup, les plugins, je vais pas faire beaucoup de temps sur les plugins parce qu'encore une fois, j'essaye de faire ça de manière la plus courte et efficace possible. Mais le seul plugin que vous devez connaître absolument, c'est l'API Connector. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Bubble ne l'a pas mis comme un onglet à part entière parce que c'est tellement important. L'API Connector, c'est la partie de Bubble qui va vous permettre d'atteindre d'autres API. Donc chaque outil qui existe dans le monde des outils a une API. Par exemple, Notion a une API, etc. Ce que ça va vous permettre de faire, cette API Connector, si ça va vous permettre d'aller chercher des API externes, mais que votre application envoie une requête à l'API que vous souhaitez atteindre. Et donc ça, c'est si vous voulez atteindre une API. Par exemple, ici, si j'ai envie d'atteindre l'API de Notion, je vais créer ce qu'on appelle un call API. Un call API va me permettre d'atteindre une certaine base de données dans Notion que Notion laisse à disposition à condition qu'on ait ce qu'on appelle un token. En général, c'est un token qui nous permette de s'authentifier pour dire « oui, on a bien accès puisque c'est notre compte Notion, donc donne-nous accès ». Et donc, c'est ici qu'on va venir configurer tous nos calls API pour aller chercher soit de la donnée depuis Notion, soit nous-mêmes en envoyer à Notion. Ça, c'est pour la partie quand nous, on va envoyer à l'autre application. Il y a un autre cas d'usage qui s'appelle les backend workflows. Donc là, sur ce compte-là, j'en ai pas. Mais sur ce compte-là, comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal. Et du coup, ici, ces backend workflows, c'est l'inverse. Cette fois, ça va être les autres applications qui vont venir soit m'envoyer des données, soit me demander des données de mon application Bubble. Et donc, ces backend workflows, ça, vous pouvez les avoir uniquement si vous avez un plan, même le plan starter, celui à $32 par mois, vous allez pouvoir débloquer cette fonctionnalité qui est extrêmement importante parce que c'est là où vous allez pouvoir recevoir des informations d'autres applications. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des webhooks et ces fameux webhooks vont nous permettre justement à nous de nous identifier auprès d'une autre application grâce à une URL qui ressemble en général à quelque chose comme votre nom de votre application /API /workflow, etc. Et à la fin, vous rajoutez peu importe celui de tout cela.
Et en fait, en essayant d'atteindre ce workflow-là, il va envoyer des données. Par exemple, si j'ai un nouvel utilisateur sur mon outil qui s'inscrit à ma liste email, je vais pouvoir déclencher un webhook qui va atteindre n'importe lequel de ces trucs-là. Par exemple, celui-là de ActiveCampaign. Et donc, je vais pouvoir récupérer l'identifiant unique de mon utilisateur qui est sur ActiveCampaign pour pouvoir l'enregistrer sur Bubble. C'est à ça que servent les webhooks. Ça vous permet aussi de déclencher des actions directement sur le serveur, parce que c'est pas forcément très sécurisé de faire toutes les actions directement sur la page, et il y a certaines actions que vous voudriez et qui sont longues mettre sur le serveur. Par exemple ici, j'ai une assez longue séquence. Plutôt que de m'embêter à la faire sur la page, je préfère la faire directement sur le serveur. Comme ça, l'utilisateur il clique, c'est envoyé sur le serveur et lui il peut aller faire autre chose plutôt que le faire attendre devant une barre de chargement. Donc c'est précisément à ça que servent les back-end workflows, c'est pouvoir déclencher justement des actions. Donc des actions une seule fois, mais ça peut être aussi des actions récurrentes justement, et ces actions récurrentes, vous allez pouvoir les déclencher toutes les semaines, etc. Quand vous avez des actions récurrentes, elles vont être encore une fois localisées ici dans le scheduler, et c'est comme ça que justement vous allez pouvoir les déclencher, les annuler si jamais vous voulez les annuler, et puis voir quand est-ce qu'elles vont être déclenchées. Donc voilà pour cette partie sur les back-end workflows, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, cette formation complète sur Bubble de 1 heure est terminée. J'ai fait mon maximum pour mettre le maximum d'informations en un minimum de temps. Évidemment, j'ai pas pu tout couvrir parce que Bubble, c'est un outil qui, mine de rien, est assez avancé, mais j'espère vous avoir donné envie de vous avoir un peu débloqué sur ces premières étapes. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide toujours. Et puis vous pouvez aussi participer à mon Afterwork Live, il y en a certainement un prochainement. N'hésitez pas, c'est le premier lien en description, c'est 100% gratuit et on abordera plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de voir ici, comme par exemple la partie du métier de nos codeurs freelance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt.